Bonjour à tous, bienvenue à l'AFD, à la soirée de lancement du festival Deauville Green Awards. Je suis Alexandre Page, je suis conseiller en communication spécialisé sur les questions de développement durable qui sont parfois un peu complexes. J'ai le plaisir d'animer cette soirée qui sera centrée sur le dialogue exceptionnel entre Jean Jouzel, qui est climatologue, donc vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent, qui était prix Nobel en tant que vice-président du groupe scientifique du GIEC, et Gaël Giraud, qui est économiste en chef de l'AFD. En fait, Jean Jouzel est parrain du festival des Deauville Green Awards. Le festival Deauville Green Awards, c'est le festival de la communication audiovisuelle verte et développement durable. Et il nous a semblé qu'il était très intéressant que Jean et Gaël, qui ont chacun une interprétation très intéressante et complémentaire de la grave crise climatique et financière d'aujourd'hui, puissent faire ce dialogue. Donc, en fait, aujourd'hui, ils vont parler sur cette question qui est que faire, c'est-à-dire après la COP23, après le sommet climat, quelles sont les nouvelles solutions pour la planète. Ils ont été tous les deux enthousiasmés par cette idée. Ils sont amis, ils s'estiment beaucoup. Et quand on leur a parlé de cette idée, ils ont tout de suite répondu présent. Et on les en remercie beaucoup. Comment va se dérouler la soirée ? Rapidement, le déroulement de la soirée. Évidemment, elle est centrée sur le dialogue de Jean Jouzel et de Gaël Giraud. Mais il va y avoir auparavant une présentation du festival Green Awards. Quel est le principe du festival ? Quels sont les débats qu'il va y avoir. Et pour ça, je passe tout de suite la parole à François Morgan. Avant, je précise qu'on est très serré par le temps, que dans toutes les interventions avant le dialogue, Jean Jouzel et Gaël Giraud ne doivent pas faire plus de 120 secondes. Et François, qui est un grand sportif, est habitué à être chronométré. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je vais faire très vite, apparemment, puisque c'est le challenge. Je vais faire donc une présentation en chiffres du festival. C'est la 7e édition cette année. On attend à peu près 500 films. On attend aussi à peu près 400 festivaliers. Il y a 3 compétitions, c'est ce qui le rend un peu unique au monde. C'est-à-dire que le festival regroupe à la fois des films publicitaires, les campagnes, par exemple pour le tri des déchets, ou les campagnes de l'ADEME contre le gâchis alimentaire. Il y a aussi une compétition qui concerne les films d'entreprise, les films et des institutions. Et puis, il y a aussi les documentaires télé. Donc, on connaît tous le succès qu'a eu le documentaire Demain. Et depuis, il y a de plus en plus de très très beaux documentaires sur cette thématique. Tout ça, c'est jugé par 24 jurés qui viennent du monde du développement durable, mais qui viennent aussi de la communication et de l'audiovisuel. Alors, il n'est pas seulement professionnel, c'est aussi ouvert au grand public. Ce festival, en fait, on invite les scolaires à venir tout au long du festival pour des séances qui sont des séances dédiées pour eux. Et puis le grand public aussi est invité en avant-première, à une avant-première la veille du festival. Voilà, on espère que maintenant c'est devenu comme aime le dire aussi Alexandre Page, c'est le rendez-vous incontournable de la communication audiovisuelle verte et responsable. Donc voilà, il y a encore quelques images qui vous montrent un peu comment se passe le festival pendant ces 2 jours. Voilà, peut-être que je vais passer le micro maintenant à Georges Pessis, le président d'honneur du festival, qui va nous expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les nouveautés du festival. Merci beaucoup. Je suis là pour les nouveautés. Alors, les nouveautés, chaque année, il y a un nouveau débat. Il y a 2 nouveaux débats. Donc, cette année, le thème choisi est l'eau. L'eau et les océans, en liaison avec le Forum mondial de l'eau qui se passe à Brasilia le mois prochain. Ces débats sont supervisés, mis en forme par notre comité scientifique, présidé par Jean Jouzel. Et les intervenants sont des scientifiques, des universitaires et des acteurs clés comme Veolia ou l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Ifremer, etc. Chaque débat est accompagné de séquences de films illustrant le propos, de films du festival ou de films récompensés à Brasilia,
que nous allons attendre de retour. Le cycle de l'eau est un cycle important, il est essentiel pour notre planète et donc 3 débats éclaireront les questions liées aux équilibres à sauvegarder. Il y a le débat sur l'eau et le changement climatique, l'eau et les activités économiques, l'eau et les innovations que l'on peut apporter. Une 4e table ronde portera sur le développement durable de nos institutions chez les acteurs publics qui sont engagés en faveur de la transition écologique, du climat, de la biodiversité. Ce débat sera illustré par des communications audiovisuelles de sensibilisation de chacun des intervenants. Il y aura le film de la mission de développement durable du ministère de la Culture, les productions de l'ONICEP, le développement durable à la Cité des Sciences, qui fait énormément de films également, et Monique Barbaroux animera ce débat. Avant de l'inviter et d'inviter les autres institutions partenaires du festival à venir vous parler, il y aura d'abord Monique Barbaroux et Philippe Canter, c'est-à-dire le ministère de la Culture et la Banque publique d'investissement. Je vous invite à découvrir un film qui a eu l'un des grands prix l'année dernière. C'est un film sur le thème de l'eau et son gaspillage. Le titre, c'est « La bouche, c'est la vie ». On parle de bouche d'incendie, bien entendu. Et il est réalisé par Vincent Lorca. Bonne projection. Ah, il a été réalisé pour Veolia. Jour de sunshine, jour de canicule, chaleur sur la place, dans les parcs et dans les véhicules. Forcément, on rêve d'ailleurs, porté par la vie, dès que la chaleur fait regretter le temps des parapluies. Pas besoin d'une pompe éclatée, de vagues trop limpides, pas besoin de faire du quartier une piscine olympique. Stop. Elle voit les jets d'eau qui s'emballent et c'est dur de faire avec. Pendant que tu te mouilles en bas, en haut, la voisine est à sec. T'as le robinet qui tousse, muette est la douche. Donc forcément ça la touche, forcément ça nous touche tous. Et pendant que le terrain de jeu est inondé par imprudence, on galère pour gérer les feux, pour riposter en cas d'urgence. Face au danger, on reste exposé, comme d'habitude. Et comment on peut riposter quand la flotte n'arrive plus? Stop. L'abondance reste une chance. Qu'est-ce que t'en dis? En cas d'urgence, la vérité sort de la bouche d'incendie. On rêve d'évasion au final, de s'amuser avant tout. Donc on va prendre un peu le large dans les piscines aux alentours. On prend les potes, la voisine, les grandes sœurs et les bambins. Si le grand bain n'est pas au quartier, le quartier ira au grand bain. Combien? On est combien à vouloir rouler quand les collègues sortent? On est combien à vouloir se mouiller quand le soleil donne? Voilà. Donc je vais demander aux partenaires du festival Deauville Green Awards de venir et de s'asseoir et de nous dire quelques mots rapidement. Donc allez-y, prenez place. Oui, oui. Donc Monique Barbaroux, ministère de la Culture. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'engagement du ministère de la Culture en faveur du climat et quelles sont les nouvelles solutions sur lesquelles vous travaillez? Vous pouvez, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Alors, en quelques mots, juste une chose déjà pour replacer un peu le contexte. Le film que vous avez déjà vu l'engagement des artistes avec le slam, le rap. Alors déjà, ça, le ministère de la Culture, qui est le ministère des artistes, a une parole à dire sur tout ce qui concerne le changement climatique.
De façon plus large, le ministère de la Culture a une stratégie de développement durable, pas uniquement environnementale, mais sociale et sociétale. Dans le cadre de cette stratégie, le ministère et également tous ses établissements publics, on a beaucoup d'établissements publics que vous connaissez, notamment des établissements publics de conservation, les châteaux, les jardins, les musées, qui, eux, ont une action très très forte sur le changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'ils protègent, ils transmettent, ils restaurent des biens culturels, des biens naturels, les sites, les jardins, les parcs remarquables, avec des plans de gestion. Ils font attention. Également, toutes nos institutions qui forment les designers, qui forment les architectes. Donc, la question des matériaux, les matériaux qui résistent au climat. Et le dernier point, c'est ce que montrait le petit film, la parole des artistes pour le développement durable, pour le changement climatique, que ce soit les photographes, les performeurs, les musiciens, les créateurs, les cinéastes, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on est partenaire du Festival de Deauville. Voilà, très, très résumé en 2 minutes, j'espère, l'engagement du ministère de la Culture pour le développement durable, la formation, la sensibilisation et effectivement toujours plaider, toujours que la parole d'artistes, la parole des créateurs, des restaurateurs, des conservateurs soit là pour dire à tout le monde attention, on est capable de faire quelque chose, on y va. Voilà. Très bien. Philippe Quinter, donc BPI France. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que fait le BPI France pour le climat et quel est votre engagement ? Alors, ce que fait BPI France pour le climat, c'est assez simple. Dans la constitution de BPI France, dans son texte fondateur, la dimension environnementale, mais aussi sociale, sociétale, faisait partie du package initial, à la fois pour notre compte propre, mais aussi pour ce que l'on fait vis-à-vis de nos clients, les entreprises de la très petite, de la start-up, jusqu'à la plus grande, du CAC 40. Alors, au-delà de ça, la transition écologique et énergétique, pour nous, c'est l'une des 4 priorités de nos engagements sociétaux du groupe. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, pour vous donner une illustration, entre 2013 et 2017, nous avons financé 7,5 milliards. 7,5 milliards en montant, que ce soit en financement ou en investissement en capital dans les entreprises, sur des projets énergie renouvelable, ou sur divers projets de transition écologique énergétique. Très bien. Près de 8000 entreprises. Alors, vous avez un autre projet qui est avec le Deauville Green Awards, qui est, je crois, de récompenser, vous avez trouvé un moyen original de récompenser des startups qui agissent dans la RSE, enfin dans la responsabilité sociale et environnementale. Alors voilà, le climat, c'est une dimension du développement durable, bien sûr, l'engagement environnemental qui est une révolution majeure. Et dans ce contexte, nous, notre sujet, ce qui nous guide tous les jours, c'est d'aider les entrepreneurs, de la start-up jusqu'à la plus grande. Ça, c'est notre feuille de route, c'est notre business totalement orienté business. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut amuser un peu les gens et leur donner envie de participer. Donc, on va récompenser, on va faire un appel à projet auprès des startups, exclusivement auprès des startups pour lesquelles il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pratiques, et elles ne le savent pas, c'est comme un peu M. Jourdain, elles font des choses extraordinaires, donc elles sont même inspirantes pour les plus grands groupes. Donc on va faire un appel à candidature pour tourner un petit film, sans coût, avec un portable. Oui, ça peut être fait avec un smartphone. Oui, avec un smartphone, les moyens du bord, ça ne coûte rien. Proposer un petit film sur une pratique inspirante en social, sociétal et bien sûr environnemental. Envoyer ça, film court, inspirant, marrant, et puis nous, on mettra le prix qui va bien. Très bien. D'accord, très bien. Alors, on passe au slide suivant. Donc, et je vais appeler Catherine Puiseux. Mais avant, donc Jean-Baptiste de Menton, Accus. Alors, vous êtes donc partenaire du festival et vous avez, alors pour le coup, une solution qui est une solution ne jamais laisser personne dormir dehors. Technologique. Ah, pardon. Offrir des repas chauds. Offrir un toit aux plus de 60 ans. Se battre pour vos droits. Vous inspirer. Ne jamais abandonner. Accompagner les femmes. Accompagner les hommes. Accompagner les enfants. Apprendre un métier. Transmettre son métier. Mélanger les cultures. Mélanger le noir et le blanc. Montrer notre expertise. Montrer notre âme. Accueillir les réfugiés, ne rien cacher, donner du travail, donner de son temps, porter du rose, porter du bleu, porter du jaune, porter du rouge, marcher pour ses idées, habiller Thomas, habiller Leila, habiller Issa, habiller les princesses, être à l'écoute, être entendu,
être impressionné, être impressionnant, être serein et sans cesse être combatif. Voilà, c'était un des grands prix donc, de l'année dernière. Donc je vais appeler Catherine Puiseux et Christophe Sommer. Catherine Puiseux, TF1. Christophe Sommer, Ushuaïa TV. Donc, alors Jean-Baptiste, vous... Donc, Bonjour Alexandre. bonjour. Accius, donc vous avez vraiment pour le coup une solution technologique avec à la fois une solution technologique et tout un écosystème qui fonctionne autour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors, en quelques mots, effectivement, on est donc partenaire depuis déjà 3 ans du festival Green Award de Deauville. On est aussi des créateurs, mais on n'est pas des créateurs d'audiovisuel, on est des créateurs de technologie. Et notre métier, ça a toujours été de développer des standards dans le domaine de la technologie pour abaisser les émissions de CO2 notamment. Et pourquoi des standards ? Parce que quand on standardise des solutions, on les rend économiquement viables et finalement, la meilleure des idées, la meilleure des solutions ne sera jamais applicable et n'aura jamais d'impact réel sur le climat, et c'est ce qu'on veut, si on n'arrive pas à la rendre économiquement viable. Et le fait de travailler sur l'idée de standard nous permet d'entrer dans cette logique-là. D'accord, alors vous avez un système qui est... Notre dernier projet, le projet qui nous porte aujourd'hui, c'est un projet qui est effectivement lié à la mobilité, l'introduction d'une nouvelle forme de carburant dans cette mobilité. On est dans le cycle de l'eau aussi, mais ce n'est pas vraiment de l'eau, c'est en fait de l'hydrogène qui provient des énergies renouvelables. Ça, c'est très important pour nous. Il faut que ce soit un hydrogène totalement propre. Oui, c'est par exemple un barrage, par exemple de l'énergie solaire. Du solaire, de l'éolien, de l'électrolyse de l'eau qui permet d'obtenir cet hydrogène. Qu'on peut stocker donc. Et cet hydrogène, on le stocke en fait dans des canettes, alors dans des petites canettes qui ont à peu près cette dimension-là, sous une forme solide qui permet d'avoir des contraintes de sécurité extrêmement faibles. Et on va utiliser ces canettes qu'on distribue dans des distributeurs comme les distributeurs de boissons, aussi facilement qu'on prendrait une canette de coca dans la rue. On va s'en servir pour une mobilité qui est une mobilité en dessous d'1 tonne, c'est-à-dire tout ce qui va avoir 2 roues, 3 roues, peut-être des petits 4 roues, qui est une mobilité de plus en plus intéressante et attractive, notamment dans les centres-villes, notamment pour tout un tas d'applications partout. Et aujourd'hui, on développe des projets en France, mais aussi, on a signé à Marrakech un projet d'envergure de 2 roues. On a signé à Dubaï, l'aéroport de Dubaï, un projet d'envergure de petits 4 roues. Et on est en train de travailler avec les Chinois également en Asie. Il y a des gros problèmes de pollution et des problèmes de pollution. On cherche des remplacements aux batteries électriques. Très bien. Bon, pour nous, le festival Green Award de Deauville, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'ouverture aussi vers d'autres mondes que notre monde professionnel. Très bien. Des découvertes d'innovation et des rencontres formidables. Donc on est très heureux d'être partenaire de ce festival. Catherine et Christophe, donc est-ce que vous pouvez nous raconter ce que fait TF1 très rapidement, ce que fait TF1 et Ushuaïa TV? Alors, en effet, rapidement, je vais vous dire surtout ce qui nous amène à être partenaire du Deauville Green Festival pour la première fois. Donc moi, je suis la directrice RSE du groupe TF1. Et à ce titre-là, l'année dernière, on a réorganisé notre démarche d'engagement sociétal pour qu'elle soit plus visible. Elle existait, elle est très forte, mais elle est peu visible. Donc on l'a réunifiée, ce que faisaient les antennes, ce que faisait l'entreprise TF1 et la fondation de TF1. Et donc c'est TF1 Initiative, notre marque ombrelle. Et nous travaillons sur 3 axes qui sont la solidarité, l'inclusion dans la diversité, et puis un 3e axe qui est celui de la société durable. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en avant le journalisme d'impact, c'est-à-dire toutes les manières de partager les solutions par l'image. C'est ce que fait déjà très bien la rédaction. On a plusieurs projets qui vont aboutir en mars, notamment. Donc, je vous invite à regarder ce qu'on va vous proposer en termes de solutions, de partage de solutions par l'image. Et puis, bien sûr, depuis très longtemps maintenant, depuis 15 ans, Christophe, 13 ans, on a un fleuron pour ce qui est du partage des solutions, c'est Ushuaïa TV.
Donc je suis particulièrement heureuse de pouvoir mettre en avant ce fleuron qu'est Ushuaïa TV dans le groupe. Et c'est pour ça que Christophe est à mes côtés pour en parler. Et puis je crois que l'année dernière ou l'année précédente, c'est un film produit par Ushuaïa TV d'ailleurs, par Christine. Oui, les gens qui réalisé connaissent par Ushuaïa Christine TV ne Oberhofer, savent pas tous qui avait gagné le Grand Prix des Deauville Green Awards l'année dernière. Hein, je te laisse en dire un petit mot, Christophe. On va le voir tout à l'heure, ce film. On va voir un petit extrait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme Catherine le disait, la chaîne Ushuaïa TV est pionnière en fait, parce que c'est encore la seule chaîne consacrée à la protection de la planète, qui consacre 100% de sa programmation à l'audiovisuel green. Je crois que c'est un wording qu'on partage avec les Deauville Green Awards. À travers 250 heures de programmes frais par an en acquisition, une 150aine d'heures de production, et notamment donc le très beau documentaire qui a été doublement récompensé l'année dernière, dont on est particulièrement fiers, porté par la journaliste Christine Oberdorf. C'est beaucoup de partenariats aussi pour la chaîne avec des ONG, avec des festivals, et c'est dans ce cadre-là qu'on est fiers, honorés, de renouveler le partenariat avec les Deauville Green Awards pour la 7e édition. Je crois que d'ailleurs sur le documentaire, on va voir quelques images là, dans quelques minutes avant la prise de parole. Très bien. Écoutez, merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est miraculeux, nous sommes dans les temps, il est 18h. Donc, oui. Oui, alors bien sûr, on remercie les partenaires du Deauville Green Awards, donc ils sont tous là. Il y en a un certain nombre, il y en a de plus en plus chaque année, et on les remercie tous. Alors, je vais appeler Jean Jouzel et Gaël Giraud. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, installez-vous. Donc Jean Jouzel, vous êtes directeur de recherche au CEA, membre de l'Académie des sciences, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, et vous êtes membre du comité économique, du Conseil économique, social et environnemental. Votre actualité, c'est que vous sortez avec Pierre Laroutourou. Avec Pierre Laroutourou. C'est de la publicité. Voilà, le livre Pour éviter le chaos climatique et financier. Pierre Laroutourou est dans la salle, il voudra peut-être dire un mot tout à l'heure. Gaël Giraud, vous êtes chef économiste de l'AFD, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, directeur de recherche au CNRS, directeur de la chaire Énergie et Prospérité, et votre livre Illusions financières, qui est sorti aux éditions de l'Atelier en 2014, et un livre qui est toujours d'actualité, bien sûr. Alors, avant de vous poser, je vous poserai 4 questions très très simples. La première, c'est concernant le climat, la situation est-elle aussi grave qu'on l'entend? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? La troisième question, c'est pourquoi on ne le fait pas? Et la quatrième question, ce sera qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer tout ça? Avant de vous laisser répondre sur la première question, nous allons voir un extrait de ce film d'Ushuaïa TV qui plante le décor sur les questions climatiques. Partir, quel qu'en soit le prix, y compris celui de la vie. À l'été 2015 éclate à la figure de l'Europe cette attraction fatale d'une partie de l'humanité pour le vieux continent. Peut-être si le son est un peu plus fort. La crise climatique fait entrer la notion de migrants et de déplacés dans un accord international. Le 12 décembre 2015, le texte très resserré de l'accord de Paris y fait par 2 fois référence. Le texte onusien évite cependant le terme de réfugiés climatiques et pour cause, au regard du droit international, ce statut n'existe pas. Il correspond pourtant au sort de quelques 26 millions de personnes en moyenne chaque année. Quand la nature se déchaîne, contrariée par l'intervention humaine, elle fait autant de dégâts que les bombes. Au Sénégal, la montée de l'océan et l'érosion défigurent hivernage après hivernage le littoral. Voilà, donc la première question, c'est la question évidemment du constat du diagnostic. Donc concernant le climat, est-ce que la situation est aussi grave qu'on l'entend dire aujourd'hui? Oui, alors qu'est-ce qui commence? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous et à toutes. Et
un grand merci à tous ceux et celles qui ont organisé cette soirée. Alors pour répondre à ta première question, Alexandre, oui, je crois que c'est aussi grave qu'on le dit. Disons, le réchauffement est une réalité. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes que l'on ait connues depuis 150 ans. Alors, en tout cas, que notre planète a connu depuis 150 ans. Et ce réchauffement se manifeste aussi, disons, quand on regarde l'océan. Le niveau de la mer continue de s'élever. C'est lié à la fois au réchauffement de l'océan et puis à la fonte des glaces. Ensuite, alors, on a aussi on a une perception un peu nouvelle du réchauffement climatique. Évidemment, pour moi, c'est avant tout un réchauffement, mais se superpose sur ce réchauffement un dérèglement. On a eu cette année, en tout cas, plus d'événements extrêmes, probablement. En tout cas, nous y sommes plus sensibles que les années précédentes, ou enfin, au moins au cours de la dernière décennie. On peut parler de cyclones, on peut parler de sécheresse dans certaines régions. J'écoutais, je crois ce matin, on parlait de sécheresse dans le sud de l'Afrique, en Afrique du Sud. Et ce sont des régions, le pourtour méditerranéen, le sud de l'Afrique, effectivement, où on entrevoit des sécheresses plus importantes, des cyclones plus intenses. Bien sûr, ces sécheresses se traduisent aussi par des feux de forêt. On en a été le témoin durant tout cet été. Il y a aussi, bien sûr, des sécheresses en Californie également. Et d'une certaine façon, par rapport à ces extrêmes, nous restons très prudents pour attribuer ces extrêmes directement aux activités humaines. Mais en gros, ça se comporte à peu près comme on s'y attend, en cas de réchauffement climatique. C'est bien ça. Et donc, oui, la situation est aussi grave. Et bien sûr, les causes elles-mêmes, l'augmentation de l'effet de serre est toujours là. Les quantités les concentrations en gaz carbonique sont passées au-delà de 400 parties par million. Pratiquement, ça continue d'augmenter très rapidement. Et le méthane, second gaz à effet de serre, la concentration, continue aussi à augmenter, alors qu'elle s'était stabilisée dans les années 2000. Donc, il n'y a pas de très bonnes nouvelles sur le front du climat, de ses causes. C'est bien là, et c'est clair que notre conclusion, c'est que le réchauffement climatique est aussi de façon quasi certaine déjà lié aux activités humaines. Oui, en complément, on peut dire peut-être, d'abord bonsoir à tous et à toutes, que donc là, Jean vient de dire essentiellement la cause, on ne peut que confirmer la grande responsabilité anthropique dans le réchauffement. Le réchauffement lui-même est une réalité maintenant qui n'est plus à nier. J'ajouterai juste un mot sur les conséquences dramatiques du réchauffement. Donc les travaux qu'on a essayé de mener à l'Agence française de développement montrent que, mais je crois que, tu me corrigeras Jean, si les climatologues de leur côté ne sont pas d'accord, montrent qu'il est probablement déjà trop tard pour essayer raisonnablement de limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à plus de degrés à la fin de ce siècle. Donc, vous savez que les Nations Unies se sont engagées à le faire lors de la COP21, et c'est un énorme succès diplomatique, il faut le redire. Mais malheureusement, comme on n'agit pas beaucoup, c'est probablement déjà trop tard. Il faudrait qu'on ait beaucoup de chance. Il faudrait notamment qu'un certain paramètre que vous autres, vous avez du mal à observer, qui est la sensibilité au climat, qui dit quelque chose de la manière dont l'équilibre thermique dans l'atmosphère se réaliserait en cas de doublement de la concentration de CO2. Cette sensibilité au climat, elle est, je pense sous ton contrôle, Jean, comprise entre 1,5 et 6. Sa valeur médiane jusqu'à une date récente, c'était 2,9. Maintenant, on pense que c'est plutôt 3,1. D'après les simulations qu'on a faites dans cette maison, à l'AFD, si on voulait vraiment avoir des chances raisonnables de rester en dessous de plus de degrés, d'abord, il faudrait tout de suite arrêter les émissions, et ensuite, il faudrait en plus que cette sensibilité au climat soit la plus faible possible. Alors là, on en est déjà aux solutions. Vous évoquez déjà des solutions, mais le film là qu'on vient de voir, le petit extrait, parle déjà si on parle déjà des effets, de 23 millions de réfugiés climatiques, et il y a des conséquences déjà économiques qu'on peut peut-être chiffrer. On a déjà une idée de ce que ça coûte. Tout à fait. Alors, les événements climatiques extrêmes, donc inondations, sécheresses, typhons, ont déjà coûté plus de 350 milliards à la planète l'an dernier, rien que l'an dernier. Et les 2/3 de ces événements-là ont touché des infrastructures qui n'étaient pas assurées. Donc, l'énorme question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question d'assurance. Et les assureurs nous le disent d'emblée, un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. Donc là, il y a un enjeu absolument considérable pour nous, puisque vraisemblablement, si on ne fait pas de gros efforts, plus 4 degrés, on va finir quand même par y arriver. Et c'est possible avant la fin de ce siècle. Il y a un débat entre économistes sur l'impact du dérèglement climatique. On est en train d'y travailler à l'AFD. En gros, vous avez 2 grandes écoles, pour aller très très vite. L'école d'un économiste américain très optimiste comme Bill Nordhaus,
qui vous dit, en gros, même si on a plus 6 degrés à la fin du siècle, on ne perdra que 10% du capital, 10% du PIB mondial. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean, pour dire que C'est loin du compte. c'est très très loin du compte, c'est même plutôt fantaisiste. Nous, à l'AFD, on est plutôt du côté de quelqu'un comme Nicolas Stern, qui est un autre économiste britannique, pour dire si on a plus 6 degrés à la fin du siècle, c'est probablement moins 90% du PIB mondial qu'on va éprouver. Et donc là, c'est tout à fait une autre paire de manches. Donc ça veut dire qu'on a des vraies catastrophes devant nous. Et ce qu'on a remarqué, nous, également à l'AFD, c'est, qui plus est, le dérèglement climatique va petit à petit casser des infrastructures. Là, on voyait ça dans le film à l'instant. Le littoral sénégalais qui est détruit, mais on pourrait aussi parler, par exemple, du delta du Mékong qui est détruit, du littoral vietnamien qui est détruit, etc. Le dérèglement climatique va casser année après année des infrastructures, du capital, réduire notre PIB. Nous allons évidemment, pour essayer de compenser ceci, surinvestir pour réparer. Qui dit surinvestissement dit endettement supplémentaire, dans un contexte où le secteur privé est déjà surendetté. L'endettement du secteur privé au niveau mondial aujourd'hui, c'est 140% du PIB. Voilà, c'est-à-dire que vous dites que bon, c'est déjà très très grave, et qu'en plus de ça, il y a un facteur qui rend tout encore pire, c'est que c'est le problème de la dette et le problème qu'on ne dispose plus de moyens financiers de faire face à tout ça. Voilà. Donc il faudrait idéalement, mais je vais te redonner la parole, Jean, il faudrait idéalement que le secteur privé surinvestisse pour compenser le dérèglement climatique, l'impact du dérèglement climatique. Or, il est déjà endetté. Et ce que montrent nos simulations, c'est qu'on peut avoir un effet pervers où le surendettement d'un côté, le dérèglement climatique de l'autre, nous emmène vers des effondrements d'ampleur continentale. Oui, non, je voulais simplement, ce film met en lumière ce qui est aussi très important. C'est-à-dire que sur cette planète, il y a des pays qui sont plus vulnérables que d'autres. On a vu ici le Sénégal. Et on peut en particulier penser à l'Afrique, mais aussi à l'Asie du Sud-Est. Et il y a vraiment ces régions vulnérables. Et en gros, ce sont, pour beaucoup de ces régions vulnérables, elles n'ont que très peu contribué, disons, aux émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est assez... là où je veux en venir, c'est important, c'est que le réchauffement climatique risque d'affecter aussi plus ces régions vulnérables. Mais cette vulnérabilité, elle est vraie aussi, disons, au sein des pays développés. Quand on regarde les pays développés, eh bien, ce sont aussi, il y a certaines couches de la population, généralement les couches les moins aisées, qui sont les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. On peut regarder par exemple à Houston après le cyclone Harvey, ou même à Saint-Martin, eh bien, ce sont disons, je dirais que les pauvres, les moins aisés, qui ont le plus de mal à s'en remettre. C'est d'ailleurs le thème donc, autour de ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire que nous avons au Conseil économique et social, avec une collègue, disons Agnès Michelot, une juriste, fait un avis sur cette idée qu'il faut tout faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités, y compris dans les pays riches, enfin dans les pays développés. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment ce que pour moi ce film évoque comme conséquence. Très bien. Alors, très bien. La situation, donc, on l'a compris, est très préoccupante. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Selon vous, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les transports, que ce soit sur l'alimentation, sur la consommation? Combien ça coûterait? Parce que beaucoup pensent qu'il suffirait d'acheter une voiture hybride, de prendre un peu moins l'avion, de prendre un peu moins de viande. Vous dites non, ce n'est pas du tout suffisant, il faut changer complètement nos modes de vie et il faut sans doute changer de société. Oui, alors je pense que, on va commencer du point de vue du climatologue. Je pense qu'il faut rappeler quelques chiffres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc si on laisse, si on fait rien, on va faire 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. C'est vraiment un réchauffement climatique 50 fois plus rapide que celui que la planète a connu entre le dernier, disons, le dernier réchauffement climatique important, il y a 20 000 ans, entre 20 et 10 000 ans. Mais c'est 50 fois plus rapide avec des conséquences très importantes dont on a évoqué déjà certaines. Donc il faut tout faire pour éviter ça. Et je suis assez en phase avec l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au point industriel. Ça veut dire à peu près 1 degré par rapport aux températures des 5 dernières années. Donc, et voir et certains pays pensent même qu'il faudrait faire mieux, limiter à 1,5 degré. Mais pour faire cela, eh bien, quand, disons, la Convention climat, l'accord de Paris, qui a mis ça sur... disons dans son texte, eh bien, quand elle se tourne vers les climatologues, vers notre communauté, le diagnostic est très clair. Si on veut y arriver, il faut absolument limiter nos émissions, en premier lieu de gaz carbonique, mais aussi des autres gaz à effet de serre. En particulier, on n'a plus le droit qu'à 40 ans d'émissions de gaz carbonique
de dioxyde de carbone au rythme actuel. Et en gros, ça veut dire qu'il faut laisser plus de 80% des combustibles facilement accessibles là où ils sont. Donc on voit bien que c'est le pétrole, le gaz, le charbon, bien sûr. On produit aussi du gaz carbonique quand on brûle du bois, mais il a le bon goût de, disons, quand la végétation se reforme, bien sûr, le carbone est réabsorbé, mais aussi il y a la fabrication du ciment, ce n'est pas négligeable. Un chiffre, par exemple, eh bien, la seule, disons, on va avoir 2 fois plus de personnes dans les villes en 2050, et la seule construction de ces villes, si on ne change pas de mode de construction, prendrait déjà à peu près l'équivalent d'une bonne dizaine d'années d'émissions de gaz carbonique. On voit bien que c'est quelque chose de très important. Voilà, donc ce qu'il faut faire, eh bien, c'est changer complètement de mode de développement. À partir de ça, je pense que c'est quand même bien de rappeler ces chiffres. Si on veut vraiment limiter nos émissions de gaz carbonique, mais aussi diminuer, enfin, en tout cas limiter celles de méthane et de protoxyde d'azote qui sont plus liées en gros à la sécurité alimentaire, à l'alimentation, eh bien, il faut prendre des mesures dans tous les domaines. Et je crois que tu vas les décliner facilement. Merci Jean. Bon, vous connaissez sûrement les principaux chapitres parce qu'ils sont communs à tous les scénarios de transition écologique. Il y en a un premier qui tourne autour de la rénovation thermique des bâtiments. Dans un pays comme la France, c'est indispensable, mais toute l'Europe, tout l'Occident a besoin de rénover thermiquement ses bâtiments, aussi bien publics, résidentiels, privés, tout. Ce bâtiment-ci, les casernes de pompiers à Brive-la-Gaillarde, etc. Deuxième grand sujet. Donc il faut isoler du froid. Oui, isoler, mais même construire des bâtiments qui soient des bâtiments à énergie positive. Il faut isoler. Produisent de l'énergie en plus. Il faut isoler le Louvre, par exemple. Imaginez le défi que ça représente. Le deuxième grand thème, c'est la mobilité verte. Donc ça, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure à propos de l'hydrogène et de la mobilité. C'est l'énorme question de la voiture électrique et de la voiture à hydrogène dans X années. X étant le plus petit possible, ce que nous espérons tous. Le troisième grand sujet, c'est le verdissement des processus agricoles et industriels. Mais comme vous le disiez à l'instant, ce sur quoi il faut insister, je crois, c'est que ce ne sont pas des petites réformettes techno qui vont consister à simplement refaire son toit. Ça engage un aménagement du territoire. Si on veut vraiment avoir une mobilité verte et des bâtiments verts, il faut repenser complètement l'urbanisme de nos villes pour avoir des petites villes très denses, plutôt circulaires, parce que c'est ça qui permet d'économiser de la surface, reliées par du train ou du car, avec de l'agriculture, de la polyagriculture autour de chaque ville, des circuits courts, pour mettre fin à cette absurdité d'une agriculture dont les produits font 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre assiette. Oui. Donc vous voyez bien que c'est une transformation majeure de notre mode de vie dans une société comme la société française. Et puis, je vais te redonner la parole, ça va encore beaucoup plus loin que ça, parce que ça veut dire qu'il faut changer même nos modes d'appréhension de la réalité économique. Le PIB n'est pas un bon indicateur pour piloter la transition écologique. Le PIB ne permet pas de capturer cette affaire-là. La comptabilité sur laquelle nous mesurons notre profit et nos dettes ne permet pas de tenir compte de notre dette écologique. Il faut réécrire la comptabilité, aussi bien la comptabilité nationale que la comptabilité d'entreprise. Il faut aussi réduire les inégalités, parce que non seulement c'est les plus pauvres qui sont les premières victimes, comme tu viens de le dire Jean, mais en plus, ce sont quand même globalement les plus riches qui sont les émetteurs. 10% de la population humaine, les plus riches, sont responsables de 50% des émissions. Les 50% les plus pauvres sont responsables de 10% des émissions. Donc il y a un sujet inégalité concernant le climat. Et puis, il y a un autre enjeu qui est colossal, qui est réformer le droit pour permettre à la nature, quel que soit le statut qu'on veuille lui donner, d'avoir des droits. Alors, d'une certaine manière, vous le savez, la Nouvelle-Zélande s'y est essayée en faisant d'une rivière un sujet de droit. Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui était là il y a 15 jours, nous disait ce qu'il faut, c'est donner des droits à un écosystème qui inclut à la fois des humains et des non-humains. Et vous voyez que c'est des chantiers philosophiques, politiques, anthropologiques colossaux. Simplement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean, on ne peut pas faire l'économie de ces chantiers-là aujourd'hui. Non, peut-être répondre à la question combien ça coûte. Alors, je ne suis pas économiste, mais comme j'ai eu la chance de travailler avec un économiste, Pierre, eh bien, on s'est, disons un peu, on a regardé ce volet. Et si on veut, par exemple, réussir la transition énergétique au niveau de l'Europe, alors les chiffres ne viennent pas directement de nous, mais du Conseil de la Cour des comptes européenne, eh bien, pour réussir la transition énergétique au niveau de l'Europe, l'Europe a comme objectif de diviser par 4 ou 5 ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. La Cour des comptes européenne estime à 1100 milliards par an
d'euros qu'il faut mettre pour... alors il y en a déjà qui sont... C'est Alors, pas 1100 milliards en supplémentaires. En France, on pense plutôt 45-50 milliards, largement donc ça, 2%. en Europe, oui. Ouais, ça c'est pour l'Europe. Et c'est un peu... Donc c'est vrai que nous, on a un peu arrondi dans notre slogan 1000 milliards pour sauver le climat, mais c'est vraiment un peu ça, bien sûr. Alors vous dites, on peut le faire puisque on utilise 2000 milliards, je me trompe dans tous ces milliards, 2000 milliards d'euros pour renflouer les banques chaque année. Oui, c'est un peu, enfin, en tout cas sur les 3 dernières années, disons, les banques ont été renflouées depuis 2008, peut-être de façon utile, certainement, je pense quand même, mais depuis 2 ou 3 ans, eh bien, ce ne sont plus les banques qui en profitent, mais disons le système économique mondial. Et en fait, il y a à peu près 1000 milliards chaque année depuis 2015 qui sont aussi, disons, la planche à billets. Et cette planche à billets, eh bien, ne sert pas à grand-chose, puisqu'il y a à peu près 10% de cette disons, monnaie nouvelle ou de ce qu'on appelle le quantitative easing, donc j'ai appris des choses, eh bien, qui vont plus à la spéculation. Donc, ce qu'on souhaiterait simplement, c'est que cet argent, finalement, aille à l'économie réelle. Et quand on parle d'économie réelle, c'est une vie de tous les jours. Ce sont aussi 6 millions de créations d'emplois à l'échelle européenne, 900 000 l'ADEME donne pour la transition énergétique, en phase d'une transition énergétique réussie, la création de 900 000 emplois au niveau français. Donc tout cela, ce n'est pas, disons, jeter de l'argent par la fenêtre, c'est au contraire le faire fructifier de façon intelligente et effectivement pour sauver le climat. Alors évidemment, ça c'est au niveau de l'Europe. Il faut entraîner le reste du monde, c'est pas si facile, mais il faut aussi commencer. Juste un mot pour compléter ce que vient de dire Jean. Du côté des chiffres, combien ça coûte? Donc Jean a donné le chiffre au niveau européen. Au niveau mondial, il y a 2 chiffres. Il y a une fourchette, en gros, qui est 50 000 milliards versus 90 000 milliards. 90 000, c'est le chiffre du New Climate Economy Report, pour ceux qui veulent les ressources, les références. 50 000 milliards, c'est le chiffre d'Adair Turner, qui est plus optimiste. Mais il faut retenir l'ordre de grandeur. Le PIB mondial, c'est 70 000 milliards. Donc, en gros, le coût dans les 15 prochaines années de financement des infrastructures vertes pour avoir une chance de faire plus de degrés à la fin du siècle, c'est de l'ordre du PIB mondial. C'est ça que ça coûte. Et c'est-à-dire, c'est entre 50 000 et 90 000 milliards. Ce qui veut dire... Par an Non, en tout, sur 15 ans. Sur 15 ans. Non, sur 15 ans. Ce qui veut dire 6 000 milliards par an, en gros. 6 000 milliards voilà, par an. 6 000 milliards par an au niveau de la planète. Donc 4 000 milliards au nord et 2 000 milliards au sud. Donc c'est des sommes à la fois qui peuvent paraître considérables et qui en même temps, quand on prend conscience de l'enjeu qui est derrière, sont relativement dérisoires. Et comme l'a dit Jean lui-même, la Fed, rien que la Fed, la Banque centrale des États-Unis, a injecté 1 000 milliards tous les ans depuis 2009 dans le marché interbancaire américain pour sauver les banques. Et la BCE, 2300 milliards sur 3 ans. Donc la question que posent Jean et Pierre et que j'avais posée moi-même et qu'on a été plusieurs à poser, c'est on a injecté des milliers de milliards pour sauver les banques, pourquoi est-ce qu'on n'injecterait pas des milliers de milliards pour sauver la planète? Et un dernier mot là-dessus, c'est qu'il faut aussi absolument briser le tabou qui est la planche à billets, c'est l'inflation de demain. L'inflation de demain, c'est l'hyperinflation d'après-demain et c'est Adolf Hitler au pouvoir le lendemain. C'est pas vrai, tout ça est faux. La planche à billets, on l'utilise tous les jours. Ça n'a pas créé d'inflation. Les banques privées utilisent la planche à billets tous les jours parce qu'elles créent de la monnaie. Ce n'est pas nécessairement ipso facto inflationniste. Les 30 Glorieuses ont connu des périodes d'inflation relativement fortes qu'on a... bonne partie d'entre nous soit n'ont pas connu, soit ont oublié. Ça n'a pas dégénéré en hyperinflation. Et puis dernièrement, ce n'est pas l'hyperinflation allemande de 1923 qui a conduit Hitler au pouvoir. Hitler arrive au pouvoir en 1933, 10 ans après. Après quoi? 3 années de déflation, donc de baisse des prix. C'est la déflation qui conduit Hitler au pouvoir, ce n'est pas l'hyperinflation. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut un vrai changement de société. Il faut injecter quand même des sommes rondelettes. Vous dites qu'il faut le faire, c'est incontournable, c'est inévitable. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Qui est responsable? C'est les entreprises, c'est les gouvernants, c'est les pauvres citoyens? Moi, j'ai tendance à dire que nous sommes tous concernés. Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, on peut aussi parler d'adaptation, parce que tous les secteurs économiques vont être... Il n'y a aucun secteur économique qui puisse dire le réchauffement climatique, c'est pas mon affaire. Vraiment, tous les secteurs économiques, on peut les regarder, énergie, tourisme. Je me suis beaucoup impliqué dans le premier plan d'adaptation au changement climatique et vraiment, c'est une chose qui m'a marqué. Eh bien, ce qu'il faut faire, en gros, chacun a son rôle. Disons que les États, le rôle de l'État, des États, des gouvernements, eh bien, c'est d'avoir des accords, si possible ambitieux,
C'est le cas de l'accord de Paris, mais dont il faut relever l'ambition. Bien sûr, on est encore loin du compte par rapport aux engagements, mais c'est bien le rôle de l'État de jouer ça. Et puis quand nos gouvernants reviennent chez eux, de mettre en place des législations pour que, disons, ça se concrétise. En France, on a une législation, une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui est tout à fait en phase avec l'accord de Paris. Il n'y a pas de loi à refaire. Il faudrait surtout la mettre en œuvre. Et surtout, disons, en plus, Nicolas Hulot a annoncé neutralité carbone en 2050. C'est parfait. Au point de vue des objectifs, on ne peut pas faire mieux. Il y a quand même quelque chose qui marche mal en France, c'est qu'il n'y a pas de... Disons, le secteur agricole n'est pas concerné. Alors, il faut vraiment que le secteur agricole adhère à cette lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, elle a, je crois aussi, d'une certaine façon, beaucoup à y gagner. Donc voilà. Donc les gouvernements ont un rôle, mais dans la réalité de tous les jours, quand Gaël parle de mobilité, d'urbanisme, eh bien, ce sont quand même les collectivités à tous les niveaux. Alors les villes, les métropoles, les régions, c'est là que ça se joue. Et donc il y a vraiment au niveau des, je dirais, au niveau des élus locaux, à tous les échelons, une grande responsabilité. Et puis, eh bien, quand on regarde... Tout le monde se sent concerné. Le système éducatif est important. Les ONG ont vraiment un rôle important à jouer, mais en gros, quand même, tout revient aussi vers chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui sommes, je crois, les premiers acteurs de cette lutte contre le réchauffement climatique. Si on ne fait rien, si on ne se sent pas concerné, chacun d'entre nous, eh bien, je ne crois pas qu'on y arrivera. Donc, pour moi, quand on dit qui doit faire, eh bien, c'est vraiment l'ensemble. Et là aussi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « ce n'est pas mon problème ». Donc, à titre individuel. Donc, c'est un peu cela. Et alors... qu'est-ce qui bloque? Eh bien, peut-être notre égoïsme au départ, l'égoïsme de chacun. Bien sûr, ce qu'on demande, moi je continue à dire que ce changement de société, ce changement de mode de développement, il doit être enthousiasmant pour les jeunes. C'est vraiment un changement vraiment très important. Dont on va parler d'efficacité énergétique. Il sera dur aussi d'y parvenir, de le réussir sans un peu de sobriété. Il faut aussi regarder ce qu'on fait, c'est très clair. Mais c'est enthousiasmant en ce sens que c'est quand même beaucoup de recherche. Les jeunes ici, si j'étais jeune, je me sentirais concerné et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'innovation, de la recherche, de la créativité, donc pas simplement dans l'énergie, mais dans les rapports entre les gens. On a bien vu le covoiturage, il y a plein de choses qui vont se développer autour de cette idée. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre en route et c'est malheureusement trop lent. Alors quels sont les freins? Il y en a à tous les niveaux, on peut en parler. Alors il y a quand même des problèmes d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des investissements qui ne se font pas dans la bonne direction. Parce qu'à court terme, ça gagne plus d'argent. Ça, c'est sûr. Non. Dans des pour réussir, qui sont pour réussir la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait que chaque investissement soit pensé, s'inscrive dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Et ce n'est pas le cas. Alors, là où Jean a tout à fait raison, c'est que, de fait, ces investissements verts ne sont pas encore... ne remplissent pas encore leur fonction. Il y a encore beaucoup trop d'investissements bruns parce que malheureusement, du point de vue de la simple rationalité économique, il est encore dans plein de domaines plus profitable d'investir dans du brun que dans du vert. Et donc c'est ça qu'il faut corriger. Alors comment le corriger? D'une certaine manière, les solutions sont bien connues. La commission Stern-Stiglitz à laquelle j'ai appartenu a dit voilà, il faut faire un corridor de prix carbone. Avec un corridor de prix carbone. Ça veut dire que vous mettez en place une tarification du carbone. Par exemple, vous mettez en place une taxe carbone. Taxe carbone. Voilà. Mais au lieu, il faut évidemment qu'on soit coordonné au niveau mondial. Parce que si vous mettez juste une taxe carbone dans un pays et pas dans l'autre, un certain nombre d'activités vont juste se délocaliser dans l'autre. Simplement, rêver qu'il y ait un prix unique mondial du carbone, ça c'est un rêve d'économiste en chambre, parce qu'il n'y a aucune raison que le bon prix du carbone, qui permette par exemple au système électrique de l'Allemagne de basculer entièrement vers le renouvelable, soit le même que celui qui fera basculer le système électrique d'Inde. Il n'y a aucune raison. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est un corridor avec un plafond et un plancher. Le plafond et le plancher proposés par la commission Stern-Stiglitz, c'est $40, $80 la tonne de CO2 en 2020, 50-100 en 2030. Vous voyez, avec une progressivité. L'enjeu de la négo, du coup, c'est que tous les pays montent à bord le plus tôt possible, dès 2020, si c'est possible. Donc, que tout le monde soit quelque part dans la fourchette entre 40 et 80, s'engage à tenir le cap de la fourchette 50-100 d'ici 2030. Et puis après, évidemment, on va rehausser l'ambition et faire accélérer le corridor vers le haut. Ça c'est un des aspects. Vous voyez. Et ce qui bloque, c'est que
aujourd'hui, il reste encore plus profitable de continuer à investir dans du brun dans un tas de domaines. Alors vous avez plein d'autres réformes qu'on pourrait mettre en œuvre. Hein. Je vais aller très très vite et malheureusement je vais trop vite peut-être. Non, mais allez-y, Il faut par exemple modifier les règles prudentielles qu'utilisent les banques pour accorder des crédits. On a eu un tout petit peu ce débat au moment du One Planet Summit du 12 décembre. Hein. Alors, règles prudentielles, les financiers savent ce que c'est, mais lorsqu'une banque accorde un crédit, d'abord elle crée de la monnaie, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais elle ne peut pas créer une quantité arbitraire de monnaie n'importe comment. Elle est elle-même contrainte par un certain nombre de règles qu'on appelle des règles prudentielles, parce que c'est des règles de prudence élémentaire. Dans ces règles prudentielles, aujourd'hui, on ne favorise pas assez le crédit vert. Et on pourrait très bien imaginer, et un certain nombre de gens y travaillent, y compris nous à l'AFD, que l'on réécrive ces règles prudentielles de manière à inciter les banques à faire du crédit vers le vert et à les désinciter à faire du crédit vers le brun. Alors c'est ce qu'on appelle le débat, pour ceux qui connaissent le terme, le bonus-malus vert. Hein. L'idée, c'est qu'on mette un bonus en termes de fonds propres pour les banques qui feraient du crédit vert. Et alors qui met ce bonus? Alors ça, en fait, il y a un organisme qui est à Bâle, qui s'appelle le Comité de Bâle, dans une très jolie ville de Suisse, comme vous savez, qui est chargé de l'édiction de ces règles. À ce comité siègent la plupart des pays intéressés. Évidemment, il y a une discussion, il y a une négociation. Hein. Le comité de Bâle lui-même s'est bagarré pendant 10 ans avant de mettre en place les règles prudentielles qui prévalent aujourd'hui. Mais il faut reprendre ce chantier, il faut le réouvrir, à mon avis. Je ne suis pas allé tout le seul à dire ça. Il faut réouvrir ce chantier et favoriser la mise en place, dans les règles prudentielles, d'un bonus-malus vert-brun, exactement comme on a des bonus-malus en tant que conducteur. D'accord. Donc, après, oui. pour continuer de répondre à votre question, qu'est-ce qui bloque? Et Jean le disait très bien, tu le disais, hein, on est tous responsables. Il y a un aspect individuel qui nous concerne tous, qui est ce qu'on appelle, entre énergéticiens, l'effet rebond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle très vite ce que c'est que l'effet rebond. C'est que nous sommes très, très, très gourmands en énergie. Et qu'à chaque fois que nous réalisons collectivement un progrès en efficacité énergétique, nous en perdons le fruit parce que nous nous inventons nos nouveaux besoins pour consommer de nouveau l'énergie. Exemple, la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie qu'elles consomment que les tacos des années 70. Malheureusement, elles ont le même bilan énergétique total que les voitures des années 70 parce qu'entre-temps, on a rajouté un lecteur DVD, un GPS, on remonte plus le pare-brise à la main mais de manière électrique, on a un téléviseur, bientôt on va vous raser gratuitement pendant que vous conduisez, etc. Autant de gadgets qui n'existaient pas dans les années 70. Et donc vous voyez qu'au niveau individuel, il y a un énorme enjeu qui est apprendre à traverser, j'allais dire, la tentation de la consommation de l'énergie. Vous pouvez vous poser la même question quand vous allez surfer sur Internet. L'usage que vous faites d'Internet. Et vous verrez qu'on constate qu'à chaque fois qu'on a le choix, on choisit toujours l'usage d'Internet qui est le plus énergivore. Alors on va choisir la vidéo plutôt que la photo, on va choisir la photo plutôt que le texte, etc. etc. Là, il y a un enjeu individuel extrêmement puissant. Et après, il y a d'autres questions de fond. Tout à l'heure, je disais il faut réviser le droit. Vous voyez bien qu'il y a un obstacle majeur parce que c'est un problème de coordination, de débat de société colossal que de réviser le droit de manière à autoriser qu'un écosystème naturel, comprenant à la fois des humains et des non-humains, puisse avoir des droits. Et si vous y réfléchissez, ça met même en question notre conception de la démocratie. Puisque notre conception de la démocratie, elle est telle qu'on crée un forum public de discussion dans lequel chacun doit pouvoir être représenté pour défendre ses intérêts. Mais qui défend les intérêts d'abord des arbres et des rivières? Première question. Et deuxièmement, qui défend les intérêts des générations futures qui ne sont pas encore nées? Alors, il y a quelques philosophes que vous connaissez peut-être, hein, Dominique Bourg, qui ont travaillé sur cette question. Mais vous voyez bien que c'est des enjeux assez phénoménaux. Hein. Donc là, il y a une résistance qui est naturelle. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais de comprendre que c'est un enjeu de civilisation pour nous et qu'on ne change pas de civilisation comme ça par décret un beau matin. D'accord. Donc vous dites qui est responsable, pourquoi on ne le fait pas, c'est un peu tout le monde, chacun dans sa catégorie, qu'il y a quand même un problème majeur sur les investissements, que les investisseurs, ils investissent là où ça rapporte à court terme et qu'ils n'ont pas de raison de changer. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils investissent là où ça rapporte le plus à court terme et que donc il faut changer un peu la donne et vous donner 4 clés, la taxe carbone, une vraie taxe carbone, un bonus-malus, le bonus-malus vert. Vous dites que c'est important au niveau individuel, au niveau des gens, de nous tous, d'avoir une sobriété de consommation. Et enfin, qu'il faut donner des droits à la nature et aux générations futures.
C'est ça les principales clés que vous donnez. Ça fait, c'est assez bien résumé. Beaucoup Oui. de choses, ouais. Ça fait beaucoup de fait. D'accord. Ceci pour sortir de l'imaginaire du complot. Vous voyez, il n'y a pas. Enfin, tu me contredis, si tu n'es pas d'accord, Jean, mais il n'y a pas de complot. Évidemment, il y a quelques climato-sceptiques et malheureusement, ils ont fait beaucoup de mal. Et pendant des années, ils ont fait de la contre-information scientifique. Mais heureusement, la lumière et le GIEC ont triomphé, in fine. Et certains continuent. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a évidemment un lobbying très intense pour qu'on fait, par exemple, ce qui se passe encore aujourd'hui au niveau des abeilles et de ces drames liés à la biodiversité. Mais je crois qu'il faut se débarrasser de cette idée que tout serait la faute d'un complot ourdi par je ne sais quelle petite minorité. Des grands méchants. Voilà. Non, c'est un vrai problème de société qui nous concerne tous, c'est ce que disait Jean, et où on a chacun notre part à apporter pour contribuer à la résolution du problème. C'est cette très belle image qui vient de Pierre Rabhi, c'est la part du colibri. Voilà. On a tous une part du colibri à apporter dans ce problème. Vous connaissez tous l'image du colibri. Il y a un grand incendie de savane qui brûle la forêt et la savane. Et puis tous les animaux fuient. Il n'y a qu'un seul animal qui va vers le feu. C'est un colibri qui est allé au lac Tanganyika, qui a pris une goutte d'eau dans son bec et qui va verser cette goutte d'eau sur l'incendie. Et alors, il y a un éléphant qui lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ?» Il dit « Voilà, moi, je fais ma part pour éteindre l'incendie. » Donc on a tous une part du colibri à apporter dans la résolution du problème. Voilà. Oui, moi je crois, je rappelle souvent que en France, si on regarde les chiffres, eh bien, la façon dont on se déplace, celle dont on se comporte chez soi et celle dont on disons notre alimentation compte pour plus de 60% des émissions. Et ce sont vraiment presque des décisions de chaque jour. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Non, il ne faut pas se dédouaner. À l'inverse, on comprend très bien que si on veut prendre des transports en commun, il faut que ces transports en commun existent. Par exemple, je ne vais pas faire de la publicité pour le plateau de Saclay, mais si on supprime la ligne sur le plateau de Saclay, ce sera plus difficile d'y aller. Voilà, donc il y a aussi, c'est pour ça. Donc d'un côté, il y a quand même un aller-retour entre les collectivités, les décisions nationales, les décisions régionales ou les métropoles, et puis disons effectivement que chacun s'implique. Je crois que chacun doit s'impliquer, mais il y a aussi des devoirs du côté des décideurs publics. Et aussi des entreprises. Et je pense que les entreprises s'engageront d'autant plus qu'elles gagnent de l'argent, c'est bien ça, et qu'elles créent des emplois. C'est aussi très important, je crois, ce volet création d'emplois qu'on a essayé de mettre en avant, parce que c'est important. Et je crois personnellement que la transition, c'est toujours difficile du point de vue économique, mais je suis assez persuadé que dans la mesure où on ne peut pas y échapper, donc à cette transition, eh bien, ce sont les pays, les secteurs économiques qui la prendront les premiers au sérieux, qui s'y investiront, qui gagneront économiquement. C'est bien sûr, je ne suis pas économiste, mais j'en suis convaincu. Ce n'est pas en faisant de l'inertie, en restant avec, accroché aux combustibles fossiles qu'on va, quel que soit le secteur, gagner économiquement. Alors évidemment, à échéance, on peut parler des centrales au charbon et tout cela. À échéance de quelques années, ce n'est peut-être pas le cas, mais à échéance d'une ou deux décennies, j'en suis vraiment persuadé. Oui, je confirme ce que dit Jean. Je partage la même conviction. J'irai même un tout petit peu plus loin. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 régions au monde qui peuvent vraiment mettre en œuvre de manière durable la transition, qui sont l'Europe et le Japon. Pourquoi ? Parce que pour faire la transition, il faut un peu d'argent. On l'a dit tout à l'heure, ça coûte quand même quelque chose. Il faut d'excellents ingénieurs et d'excellents scientifiques. Sur le volet scientifique, on en a parlé tout à l'heure, l'usage de l'hydrogène comme lieu de stockage de l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà une révolution scientifique et technologique, mais hier, on discutait avec Marc Fontcave du Collège de France, qui fait de la biochimie, qui lui s'intéresse maintenant à la manière dont, en faisant l'électrolyse à partir du CO2, on pourrait capter du CO2 et utiliser le CO2 comme véhicule ensuite pour stocker l'énergie. Simplement, on n'y est pas encore. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que les Chinois mettent beaucoup d'argent pour investir c'est exactement sur le même sujet. En gros, le premier qui arrivera va certainement gagner une partie importante dans cette bagarre. Donc il faut d'excellents ingénieurs, d'excellents scientifiques, il faut être riche, d'excellents ingénieurs, et puis il faut une population éduquée, capable de traverser l'effet rebond que je décrivais tout à l'heure. Et donc si vous prenez ces 3 critères, le 3e critère élimine d'emblée les États-Unis, je suis désolé pour nos amis américains, et donc il reste l'Europe et le Japon. Et si l'Europe le fait, c'est évident qu'elle va devenir le leader de cette question et qu'elle pourra se livrer à son exercice favori depuis au moins 2000 ans, c'est d'expliquer au reste de l'humanité comment on fait. Alors, il y a des grosses décisions.
il y a des grosses décisions à prendre, il y a un vrai changement de société, il y a évidemment beaucoup de pesanteur. Dans quel ordre est-ce qu'on prend les choses? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait débloquer la situation? Est-ce que c'est une catastrophe, un krach, une catastrophe climatique? Est-ce que c'est une mobilisation citoyenne? Je sais qu'avec Pierre Laroutourou, vous avez réfléchi à un scénario, vous avez presque un plan de guerre, enfin, un scénario qui permettrait d'enchaîner les choses et peut-être d'arriver à des changements assez rapides. Est-ce que vous pourriez... Alors Pierre, tu l'évoques 2 minutes, tu as le droit... Venez. Bonsoir à tous, je ne pensais pas intervenir, j'étais là pour écouter. Mais oui, Gaël a raison, et Gaël et Jean ont dit qu'on avait besoin en même temps de choix personnels, qu'on se met moins de viande, prendre moins souvent sa voiture, et en même temps d'un sursaut collectif, quand on dit qu'il faut trouver 1000 milliards chaque année pour l'Europe, chacun de nous se sent un peu petit par rapport à la somme à chercher. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la Banque centrale crée chaque année à peu près 1000 milliards, et la bonne nouvelle, c'est que dans le pacte qui vient d'être signé en Allemagne entre les socialistes et la CDU, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est une Europe qui trouve un budget pour une mise en œuvre plus audacieuse de la COP 21 et un nouveau partenariat avec les pays du Sud. On retourne cette semaine pour la 4e fois à l'Élysée, donc il n'y a aucun doute que chez beaucoup de dirigeants européens, ils comprennent que la question du climat est vraiment fondamentale. Ils comprennent que chaque pays tout seul n'arrive pas à financer la transition. Il y a 2 semaines, à la une des journaux allemands, il y avait le patronat de l'industrie allemande qui disait « On veut réussir la transition, c'est une obligation et une opportunité, mais il nous faut 1500 milliards ». Le patronat de l'industrie disait « On veut réussir, mais il nous faut 1500 milliards ». Et Mme Merkel dit « Je ne sais pas comment faire, sauf endetter les lenders ». La solution, c'est peut-être trouver l'argent au niveau européen. Donc je ne veux pas être trop long, mais on pense qu'il faut effectivement qu'on se mobilise. Dernier point, c'est que Angela Merkel, Emmanuel Macron ont dit que l'Europe allait mourir s'il n'y avait pas un nouveau projet et qui demandaient aux citoyens de s'impliquer dans ce débat. Et c'est en décembre. En décembre, il y aura la COP24 en Pologne, puis 2 semaines après, le sommet des chefs d'État européens qui va conclure le débat sur l'avenir de l'Europe. Et donc c'est là qu'on va décider où va l'Europe. Pour le moment, on parle d'une Europe de la défense, qui est très bien, on parle d'un Parlement de la zone euro, mais on ne parle pas du climat. Donc notre objectif, avec 150 personnalités, mais déjà des milliers de citoyens, des gens très différents, aussi bien Jean-Pierre Raffarin, le prince Albert de Monaco ou les gens de Podemos, Gaël Giraud évidemment, il a failli faire la préface et puis il s'est fait piquer la place par Nicolas Hulot, mais on aurait été la prochaine fois, on te demandera la préface, tu as eu quelques jours de repos du coup. Non, mais des gens très très différents, c'est impressionnant de voir en même temps des évêques et le Grand Orient, des mouvements, le patron des syndicats européens à Bruxelles la semaine dernière, c'est l'ensemble du comité économique et social européen qui a voté pour mettre en place un groupe de travail sur notre projet. C'était le président des syndicats européens qui était à la manœuvre depuis 15 jours. Donc il faut vraiment qu'on arrive à se rassembler, à obliger entre guillemets les chefs d'État. Donc nous on fait le lobbying, des gens comme Gaël, comme Jean, comme Miguel Moratinos et d'autres. On va à l'Élysée, on va à Berlin, on va à Bruxelles, mais il faut effectivement qu'on soit le plus nombreux possible à réfléchir et à s'organiser pour mettre la pression. Notre objectif, c'est que dans 11 mois, il y a un calendrier politique. En décembre prochain, les chefs d'État vont dire où va l'Europe, est-ce qu'il faut ou non des nouveaux traités, est-ce qu'on avance à 27 ou un nombre limité de pays. Donc si vous voulez vous engager avec nous, c'est climat-2020, puisque le but est qu'on baisse nos émissions avant 2020, climat-2020.eu, comme les premières lettres de Europe. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Mais alors vous dites que le détonateur, ça pourrait être une pétition de 1 million d'Européens. Oui, mais il va y avoir aussi des débats citoyens, des initiatives citoyennes en France, et on vous engage à vous y impliquer. C'est un peu ça, parce qu'il va y avoir... il semblerait que notre président souhaite s'appuyer sur des débats citoyens sur les prochains mois. Donc on verra bien, et on aimerait que le climat y ait une belle place. C'est un peu cela aussi, au niveau français cette fois. Ce qu'on pourrait dire, c'est... À la fois, les petits gestes du quotidien dont on a parlé tout à l'heure sont indispensables, mais vous voyez bien que ça ne suffira pas du tout, parce que ce n'est pas à l'échelle. On a dit tout à l'heure, le coût des investissements au niveau mondial, c'est entre 50 000 et 90 000 milliards. Bon. Donc nos petits gestes ne suffiront pas pour ça. C'est pour ça que l'initiative de Pierre et Jean, à mon avis, est fondamentale. Elle consiste à faire quoi? Elle consiste à interpeller la classe politique européenne et à lui dire, regardez, de quoi souffre l'Europe aujourd'hui? C'est qu'elle n'a plus de projet politique digne de ce nom. Et d'une certaine manière, le président Macron ne disait pas autre chose lors de son discours le 26 septembre à la Sorbonne. C'est exactement ça qu'il disait. Le projet politique que vous pouvez redonner à l'Europe aujourd'hui, c'est la transition écologique. Mais pour que la classe politique européenne, qui souffre des mêmes lenteurs que nous tous et qui a les mêmes difficultés à envisager l'avenir que nous tous, s'y mette, c'est là que l'initiative, à mon avis, est intéressante, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression de la part de la population. C'est l'électeur, in fine,
qui fait pression sur la classe politique. Et donc, l'initiative, par exemple, d'essayer d'avoir suffisamment de signatures pour avoir une initiative européenne qui ensuite puisse être portée au Parlement, etc. Ça, c'est une manière de le faire parmi beaucoup d'autres. Et je crois que c'est ça à quoi il faut qu'on arrive à contribuer tous ensemble, c'est qu'il y a un vrai débat collectif qui permet ensuite de dire à la fois à la classe politique, aussi aux grandes entreprises qui sont évidemment partie de la solution. Il existe des solutions. Nous, on a envie d'en être. On veut que l'Europe soit le continent leader de la transition dans les années qui viennent, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Très bien. Est-ce que... Oh, mais restez Pierre, peut-être pour les questions. Non, bon. Très bien. Bah, écoutez, est-ce que vous voulez conclure d'un mot avant les questions? Oui, moi j'aime bien rester... Alors, je sais bien qu'on a des raisons d'être pessimiste, mais j'aime bien garder une dose d'optimisme. Je pense qu'il faut quand même aller de l'avant, et c'est pour ça que... Donc, je reconnais la difficulté. Par moments, je me dis, c'est pas possible, mais bon, je pense que ça serait tellement une réussite, et c'est vrai au niveau européen, c'est aussi vrai au niveau planétaire. C'était... Je le dis souvent, mais si le prix Nobel de la paix a été attribué au GIEC et à Al Gore, c'est un double sens. C'est-à-dire que si on veut réussir la lutte contre le réchauffement climatique, il faut une solidarité internationale sans faille. Et c'est là vraiment où, disons, le cas Donald Trump est un vrai cas. Et puis par contre, si on n'y arrive pas, eh bien, je dis franchement que ce sera, disons, ça rendra difficile un développement harmonieux de nos civilisations. Donc il faut vraiment le faire, parce que j'ai vraiment le sentiment que, disons, un climat à 3-4 degrés eh bien, sera très difficile à vivre et sera très difficile pour tous. Et on ne parle pas des générations futures, mais des jeunes qui sont dans la salle. Il faut bien se rendre compte, hein, ce dont on parle, c'est la deuxième partie de ce siècle. Aussi, une pointe d'optimisme, c'est la question de l'éducation au développement. L'expérience que je fais, moi, à travers les étudiants que je rencontre, c'est que la jeune génération est beaucoup plus sensibilisée que la mienne ou que celle de Jean à la question du dérèglement climatique et plus globalement à la question écologique. Premier point. Et deuxième point, il y a plein d'initiatives qui se prennent. Alors, je vais en nommer une, puisque Pierre Léna nous fait l'honneur d'être dans la salle. Voilà. Donc, il y a Pierre Larouturou, mais il y a un autre Pierre, c'est Pierre Léna qui est ici, de l'Académie des sciences. Et donc, j'apprends que l'Académie des sciences a fait un statement, comme on dit en bon français, sur le climat, qui a été repris par une centaine d'académies des sciences dans le monde pour l'éducation au climat, à la question du climat. Oui. Ça, c'est des initiatives, à mon avis, qui vont tout à fait dans le bon sens. Plus nous serons nombreux à être informés sur à la fois l'enjeu de la question, la gravité du sujet, la possibilité d'agir et le coût de ne pas agir, plus on pourra effectivement prendre des initiatives qui vont dans le bon sens. Très bien. 18h48. Il nous reste 25 minutes pour les questions. Donc je vais prendre les questions. Donc des questions très courtes. Alors c'est comme Twitter, je me tourne vers les étudiants de l'université de Cergy-Pontoise. Je ne sais plus c'est combien, 240 signes. Enfin c'est questions très courtes, réponses très courtes, avec une priorité aussi pour les élèves de l'université de Cergy-Pontoise. Alexandre, juste un mot avant qu'on regarde les questions. Nous sommes tous filmés. Donc si vous posez une question, vous allez être filmés. Si vous ne souhaitez pas que la vidéo de votre question apparaisse sur Internet, il faudra venir le dire à l'une des charmantes demoiselles qui sont là, ou à moi, ou à quelqu'un de l'AFD. Merci. Bon, je vais me rasseoir parce que je vois qu'il y a deux sympathiques hôtesses. Donc, monsieur, peut-être. Merci. Je vais me porter défenseur des arbres et des rivières, et puis aussi de toute la micro-biodiversité des sols, la diversité des écosystèmes, en quelque sorte de la biosphère. Pour vous poser une question très simple, très rude, excusez-moi de vous la poser, mais peut-on aujourd'hui parler de défense du climat ou de moins contre le réchauffement climatique sans parler des enjeux de biodiversité? Oui, je peux répondre. Ce matin, nous avons fait une émission sur RFI avec Pierre Larouturou, et il y a eu un enregistrement d'un spécialiste de la biodiversité canadien qui travaille en France, qui a fait la statistique, c'est paru hier, je crois, c'est un article, qui montre qu'on parle 8 fois plus du climat que de la biodiversité. Et effectivement, c'est une véritable question. Franchement, j'essaye à chaque fois d'en parler quand je parle du climat. Voilà, donc un des problèmes, par exemple, qui est... la perte de biodiversité est bien réelle dans tous les domaines, mais le réchauffement climatique l'exacerbera. C'est clair que la moitié des espèces, si le réchauffement climatique était de 4-5 degrés à la fin du siècle, auraient des
capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien ce lien et vous avez raison, que je pense que la perte de biodiversité est quelque chose d'aussi important pour l'avenir de la planète, pour notre bien-être global que de préserver le climat. Mais ce que j'aime souvent dire, on ne peut pas dire on va d'abord préserver la biodiversité ou assurer la sécurité alimentaire, on s'occupera ensuite du climat. Il faut prendre tous ces problèmes, disons la transition écologique au sens large, dans leur ensemble. Pour ceux qui seraient moins aguerris à cette question que nos deux interlocuteurs qui viennent de prendre la parole, juste un chiffre, la vitesse de déplacement du gradient de température sur la surface de la planète de l'équateur vers les pôles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le climat, c'est ce que Jean a dit très vite, donc je déplie un tout petit peu ce que Jean a dit à toute vitesse, le climat se déplace en gros de l'équateur vers les pôles, et en gros, pour simplifier, mais tu me corrigeras Jean, dans un an, il y aura à Paris le climat qui a prévalu cette année un petit peu plus au sud, vers l'équateur. Bon. Quelle est la distance? Et donc à quelle vitesse se déplace-t-il? La réponse est en gros, en moyenne, 6 km par an. Alors à première vue, quand vous entendez ça, vous vous dites 6 km par an, finalement, c'est pas grand-chose, parce que pour nous, êtres humains, 6 km par an, c'est rien du tout. Mais un arbre ne se déplace pas tous les jours de 6 km par an. Vous voyez, ce n'est pas sa vitesse habituelle. Et donc ça veut dire que les couverts végétaux vont être petit à petit détruits par ce déplacement du climat, qu'en revanche, les parasites, les bactéries, les virus, eux, ils arrivent à suivre. Alors, information qui date de la semaine dernière, on a retrouvé pour la première fois des souches de malaria en Italie qui viennent d'Italie, qui ne sont pas juste des transferts par les avions ou les bateaux de la malaria en Afrique subsaharienne. Donc la malaria est de nouveau en Italie aujourd'hui, et vous savez qu'il y a un certain nombre de prospectives sur d'épidémiologie qui tablent sur un retour de la malaria en France dans les décennies qui viennent. C'est déjà le cas en Italie aujourd'hui. Voilà. Donc ça vous donne une toute petite idée, c'est pour nous faire peur, je dis ça, mais c'est volontaire, de l'impact de ce que peut signifier le dérèglement de la biodiversité comme telle à la surface de la planète. Et puis alors, par contre, point positif, excuse-moi Jean, le même exploit qui a été réalisé par le GIEC avec la COP21. Puisqu'au fond, la COP21, c'est un extraordinaire exploit scientifique où le GIEC, en dépit de beaucoup d'obstacles, au bout de 20 ans de communication, a réussi à persuader la communauté internationale de prendre des engagements très forts sur des points que la plupart quand même des élites du Nord ne voient pas physiquement. C'est quand même... voilà. L'idée, c'est de réitérer cet exploit avec la COP Biodiversité de 2020, qui va jouer un rôle absolument décisif. Rendez-vous très important. Voilà, rendez-vous absolument central. Et il faut qu'on réussisse cet exploit-là, il nous reste 2 ans, d'ici 2020 en Chine. Oui, bonjour. C'est un peu d'abord un commentaire sur le fait que peut-être que cette responsabilité partagée, ça a été dit, mais un peu rapidement, qu'elle est très inégalement partagée, en fait. Les pourcentages de contribution au réchauffement climatique en fonction du revenu est quand même quelque chose d'assez mis en évidence. Donc la question qui est posée, c'est comme le problème de la fiscalité. On a parlé de la taxe carbone, mais est-ce que finalement la fiscalité sur les personnes, si on veut changer les comportements, est-ce que finalement il n'y aurait pas une fiscalité aussi à retrouver qui... intègre une fiscalité sur les revenus ou sur le patrimoine qui fasse qu'il y a une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. On peut dire quand même qu'à contrario, et c'est là où le problème est politique, c'est qu'on est plutôt dans des phases actuelles où la fiscalité est plutôt en réduction. Et donc les marges de manœuvre pour faire une fiscalité carbone digne de ce nom, il y a à lutter contre un courant qui est extrêmement fort, qui va vers une diminution de la fiscalité. Donc j'aimerais savoir un peu comment vous voyez les choses sur ce point-là. On peut répondre rapidement, vous avez entièrement raison. C'est aussi, ça doit faire partie du débat, y compris du débat démocratique. Il y a une espèce de lieu commun aujourd'hui qui voudrait qu'un taux marginal supérieur d'imposition de 75%, ce serait confiscatoire. En tout cas, c'est une décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel en France, qui a estimé que c'était confiscatoire. Il faut juste rappeler qu'aux États-Unis, de 1933 au début des années 80, le taux marginal supérieur d'imposition était de 90%. Et les États-Unis de cette époque-là, ce n'est pas la Corée du Nord, autant que je sache. Vous voyez ? Donc là, il y a un vrai débat qu'il faut réorganiser autour de la fiscalité. Qu'est-ce que c'est que la fiscalité ? Pourquoi est-ce que c'est utile et pourquoi est-ce qu'on en a absolument besoin ? Après, dans la panoplie des outils, j'en mettrai un dans votre besace qui est pas simplement la taxe carbone, pas simplement la taxe sur les revenus ou sur le capital, mais aussi la taxe kilométrique.
C'est une idée qui est travaillée en ce moment. C'est-à-dire vous taxez un bien ou vous mettez une TVA qui va augmenter au fur et à mesure que ce produit va parcourir des kilomètres avant d'arriver chez vous. Ça, ce serait un moyen de désinciter à la folie actuelle et d'inciter à des circuits courts, en particulier pour ce qui concerne l'alimentation. Oui, madame. Bonjour, j'ai pris la brochure qu'il y avait à l'entrée. Ici, il y a une définition de la transition énergétique qui indique qu'elle ne doit pas sacrifier la croissance économique. Vous évoquiez également le chiffre de 900 000 emplois. Et puis, un petit peu plus tard, a été dit qu'il fallait être sobre au niveau de sa consommation. Et donc, j'ai du mal à voir la transition énergétique, écologique, avec une croissance économique. Merci. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans la loi sur la transition énergétique en France, il y a un objectif qui est divisé par 2 notre consommation d'énergie en 2050. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, c'est une perte de PIB. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est vraiment aussi, et je pense que Gaël a fait partie de cette commission, de définir de nouveaux indices vraiment pour justement notre développement. Si on parle en termes de PIB, alors dire que, disons, garder la croissance, pour moi, ce n'est pas dans ce langage, ce n'est pas forcément garder la croissance avec la définition du PIB actuel. C'est vraiment, je pense, j'aime pas évoquer moi-même la notion de décroissance. Je parle d'un autre mode de développement plus riche et, disons, plus respectueux au terme, par exemple, d'éducation des gens et tout ça. Il y a beaucoup à faire. Et donc voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je n'ai pas lu la brochure, mais en tout cas que moi-même, je le situerai. Oui, la brochure, il faut la resituer dans le dialogue que nous, à l'Agence française de développement, nous avons avec un certain nombre de pays du Sud. Il est évident que lorsque vous allez au Tchad, qui n'émet rien en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu compliqué d'aller expliquer aux paysans tchadiens, vous savez, comme on a un petit problème de climat, on va se retenir de vous aider à augmenter votre revenu. Ça, c'est pas possible. Vous voyez. Là, en revanche, vous avez raison, c'est exactement ce que dit Jean. Il n'est pas possible d'espérer avoir une augmentation du PIB mondial ou une augmentation du PIB de tous dans les 40 années qui viennent et d'honorer les accords de Paris. L'accord de Paris, c'est juste pas possible. Il faut renoncer à ça. La croissance verte est un mythe. Et donc, il y a un vrai arbitrage, il y a un vrai discernement à opérer. Et je rejoins complètement ce que disait Jean. Le PIB, vous savez, est un très mauvais indicateur. Lorsque vous polluez une rivière, vous augmentez le PIB. Lorsque vous faites un accident sur l'autoroute, vous augmentez le PIB. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on veut augmenter le PIB? Aujourd'hui, les pays occidentaux ont une petite difficulté, c'est que le PIB n'augmente plus beaucoup chez nous. Alors, il augmente encore en Chine, en Inde, mais chez nous, il est un peu poussif. Donc l'OCDE, en 2014, s'est dit, et si, par exemple, on introduisait la prostitution dans le PIB pour gonfler le PIB? Vous voyez, on en est là. Mais vous voyez que lorsqu'on en est là, c'est qu'on a fétichisé le thermomètre plutôt que d'essayer de résoudre le problème du malade. Vous voyez, le thermomètre n'est pas bon, il faut changer le thermomètre. Comme l'a rappelé Jean, il y a eu une commission Sen-Stiglitz qui a fait un travail magnifique, qui n'a pas inventé grand-chose, mais qui a juste fait le panorama de la centaine d'indicateurs alternatifs. J'y ai fait allusion très rapidement tout à l'heure en disant qu'il faut réécrire la comptabilité nationale. Il faut introduire dans la comptabilité nationale une dette écologique, de manière que lorsqu'un pays, comme, je dis au hasard, l'Arabie saoudite vend du pétrole, c'est compté dans son revenu national. En vérité, si vous y réfléchissez, elle dilapide du capital. C'est un appauvrissement. Et c'est un appauvrissement. Ce n'est pas un profit. Mais vous voyez bien que, en fait, alors ce débat-là, qui est un débat méthodologique sur la comptabilité absolument fondamental, a eu lieu dans les années 30. Et malheureusement, il a été perdu par ceux comme Irving Fisher qui disait, mais en fait, il faut repenser tout à fait différemment ce que c'est que le profit, même si à l'époque, Fisher n'avait aucune idée du dérèglement climatique. Mais en réalité, il avait déjà tout compris par rapport à cette difficulté-là. Oui. Et donc, je ne peux que rejoindre ce que dit Jean, il faut d'une certaine manière abandonner le PIB et se coordonner, c'est ça qui est le plus difficile, sur un autre indicateur alternatif. C'est là qu'on a une vraie difficulté parce que... Mais ce n'est pas le bonheur national brut, c'est un PIB pas nécessairement, qui un PIB intègre vert. Les impacts positifs Exactement, et négatifs. tout à fait. La difficulté, c'est de se coordonner parce que si un seul pays tout seul décide de changer de thermomètre, alors il n'est plus comparable avec les autres. Et le PIB, c'est quand même aussi un moyen de nous livrer entre humains à un autre exercice favori qui est de se comparer, de savoir si on est un peu plus grand que son voisin ou pas, ce qui est un jeu auquel tout le monde se livre dès la maternelle et auquel les adultes continuent de se livrer avec d'autres instruments de mesure, comme par exemple le PIB. Oui, madame.
Bonjour, Christine Oberdorf, journaliste à Ushuaïa TV. Nous avions présenté, vous parliez tout à l'heure des détonateurs qui permettraient d'accélérer la prise de conscience et cette fameuse transition. Nous avions présenté l'année dernière un film qui faisait le lien entre le déclenchement des guerres, les phénomènes migratoires et justement le dérèglement du climat. Il me semble que l'ouragan Irma a offert au monde et à l'histoire un cas d'école, avec la possibilité pour Saint-Martin de sortir du chaos avec un nouveau modèle, justement. L'Europe ne devrait-elle pas prêter une attention particulière au cas d'école que l'histoire met sur la table, en accordant à ces petits États insulaires et à un territoire en partie français la possibilité, justement, de proposer un nouveau modèle? Alors Saint-Martin, laboratoire du XXIe siècle. Oui, enfin donc... je reviens, enfin on était... alors je ne suis pas à la Saint-Martin, mais suite au cyclone, donc j'ai été invité à faire une série de conférences, c'était il y a 15 jours, donc en Martinique et en Guadeloupe, et on a beaucoup discuté effectivement aussi de Saint-Martin, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai ce que vous dites, mais il faudra aussi que la volonté soit... il faudrait ne pas reconstruire, par exemple, de la même façon, ne pas reconstruire disons, on voit bien les erreurs qui ont été faites, parce que quand il y a ces cyclones, effectivement, l'onde de tempête, ces vagues jusqu'à une dizaine de mètres sont vraiment extrêmement meurtrières. Et si on continue à reconstruire, à vouloir reconstruire, disons, tout près des côtes, eh bien, ce sera un véritable problème. Donc je pense que ça serait bien, mais il faut aussi... Bon, bien sûr que l'Europe pourrait aider, et j'espère qu'elle aidera, mais il faut aussi que... je dirais, la France aide. Et puis, bien sûr, il faut que les gens là-bas aussi soient conscients de cette nécessité de ne pas se remettre dans le même schéma que celui qui a conduit, disons, au désastre qui a été connu, c'est très clair. Mais c'est beaucoup. Il y a aussi une volonté des gens, y compris des gens qui habitent là-bas, je veux dire. Et c'est clair que c'est un souci que porte l'Agence française de développement, qui participe à la reconstruction des petits États insulaires détruits par les typhons. Merci. Merci beaucoup. Je suis Catherine Mantel, de Terawatt Initiative, qui est une initiative dont on développe en partenariat avec l'AFD. Alors moi, j'ai quand même un sujet par rapport à tout ce que vous avez dit. Vous avez montré un film sur les réfugiés climatiques, et après, vous n'avez parlé que de l'Europe ou de la France ou des pays développés. Alors, il y a dans le monde plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il faut les aider à avoir cet accès à l'électricité. Il y a énormément d'argent. Simplement, cet argent ne s'investit pas dans ces pays-là parce qu'ils ils représentent un risque qui n'est pas acceptable ou considéré comme tel, en tout cas, par rapport à l'accès à la dette ou l'accès à des fonds propres. Donc, je pense qu'il y a ce sujet de ce qu'on appelle le shifting the trillions. Et vous n'en avez pas du tout parlé. Pardon, j'ai pas compris. Shifting the trillions, faire en sorte que l'argent qui est au nord, tout l'argent qui est au nord, une partie en tout cas, aille s'investir au sud. Il est vrai que les taux d'intérêt ridiculement bas ces dernières années les a même pas incités à aller chercher des rendements un peu supérieurs ailleurs. Il y a quand même des sujets alors, il y a un point que vous avez abordé qui était le sujet du copier-coller, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse... il y a beaucoup par exemple, du solaire photovoltaïque, par exemple, d'efficacité énergétique. Ce sont beaucoup des marchés qui sont complètement réplicables, qui sont complètement agrégables. Et à partir de là, on peut faire énormément d'économies. On peut arriver aussi à avoir de meilleures appréciations du risque. Si vous avez encore 2 minutes, je vais raconter une petite anecdote. L'ambassadeur de France... Il faut une question courte. Voilà. Non, mais moi, ma question, c'est de dire, j'étais un peu surprise que vous n'ayez pas abordé ce sujet des pays émergents dans leur accès à l'électricité et comment on finance ça. Il y a beaucoup d'argent, mais ça n'a pas été fait. Donc même si c'est le domaine de Gaël et de l'AFD, je vais répondre parce que je vais faire mal voir par mon co-auteur, parce que c'est aussi un des thèmes de notre livre et de notre proposition. Dans cette proposition, il y a effectivement, disons, d'apporter un regard très fort vers l'Afrique, alors aussi vers la recherche d'ailleurs, mais ça c'est un autre domaine qui est important, et de mobiliser au niveau de l'Europe 100 milliards de dollars, disons, dont une bonne moitié pourrait aller vers l'Afrique pour effectivement tous ces programmes. C'est très important et donc je n'en ai pas parlé, c'est vrai, mais en tout cas, vous pourrez en tout cas trouver cette proposition dans notre ouvrage, mais je sais que l'AFD est aussi effectivement très sensible à cela.
Oui, c'est évidemment un thème central pour nous à l'AFD. Hein. Peut-être si on n'en a pas parlé tout de suite, c'est qu'en fait, c'est notre pain quotidien. Donc, je peux vous donner juste un chiffre qui est une très très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au Mexique, nous finançons du solaire à $15 le mégawatt, alors que toutes les solutions fossiles sont au-dessus de $50. Et donc, pour nous à l'AFD, dans un pays comme le Mexique, le solaire a définitivement gagné la bataille du coût, qui, comme je le disais tout à l'heure, est centrale, et permet l'électrification avec les solutions, les meilleurs marchés aujourd'hui pour les populations pauvres. Et évidemment, on est engagé sur ce front, en particulier en Afrique subsaharienne, où la fraction de la population qui n'a toujours pas accès à l'électricité est la plus élevée au monde. Elle est supérieure à celle qu'on trouve en Inde. C'est évidemment un sujet central qui est lié à la santé, parce que ça permet d'avoir des hôpitaux, qui est lié à l'éducation, ça permet aux enfants de lire le soir, etc. Donc rassurez-vous, c'est un sujet central. Les questions un tout petit peu stratégiques que nous posons, c'est est-ce qu'on fait une grande centrale du type Ouarzazate, comme celle que nous avons financée au Maroc, avec du réseau, ou est-ce qu'on fait de l'électrique décentralisée, avec du photovoltaïque? Oui, mais dans ce cas-là, il faut des batteries. La question des batteries, ça rejoint l'enjeu de l'hydrogène dont on a parlé tout à l'heure. Ça rejoint un autre enjeu qui est celui du lithium. Est-ce qu'on a suffisamment de lithium dans les décennies qui viennent pour avoir suffisamment de batteries pour, etc. La réponse est oui. Bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle. Oui, on est complètement plongé sur cette question qui est majeure pour nous. Donc madame et après monsieur au fond. Ne relâchons pas nos efforts de faire des questions courtes et des réponses courtes. Et les étudiants, ils n'ont pas posé de questions, les étudiants. Vous avez parlé... Ouais, Pardon, quand même. merci. Vous avez parlé de changer de mode de développement. Et vous avez cité quelques grands thèmes, parmi lesquels réformer le droit pour permettre de nouveaux droits ou de nouveaux moyens de défense. Alors, ce sont des chantiers colossaux quand on sait combien il est difficile de changer simplement une simple loi. Alors, réformer le droit, qu'est-ce que moi, avocate, simple avocate, sans formation écologique, qui ai envie de défendre les forêts, les eaux, les océans, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faudrait attendre que je sois morte? Non, il y a quand même des actions possibles, par exemple. Parce que le temps que le droit soit réformé, qu'il y ait une révolution en la matière, je ne sais pas, je crains qu'il faille beaucoup de temps. Non, il y a beaucoup de vos collègues, par exemple, qui se mobilisent pour faire rentrer la notion de réfugiés climatiques dans le droit, ce qui est très difficile, on voit bien, mais je pense qu'il faut le faire, par exemple. C'est un exemple. Et bon, voilà, donc... Vous avez plein d'initiatives qui se prennent en ce moment. Hein. J'en nomme juste deux très rapidement. La première, c'est la tentative de mettre en place un traité contraignant qui vient de l'Équateur, hein, qui en est à son 3e round de négociation à Genève, pour obliger les multinationales, lorsqu'elles enfreignent les droits de l'homme et un certain nombre d'enjeux liés à l'écologie, à accepter d'être elles-mêmes comparaître devant un tribunal ad hoc, de la même manière que le TAFTA autorise un État à être placé devant un tribunal. Oui. Donc le traité contraignant est en pleine discussion aujourd'hui. En France, nous avons passé la loi sur le devoir de vigilance. Donc les multinationales françaises sont déjà soumises à cette réglementation. Et il y a un débat international aujourd'hui pour essayer d'étendre cette loi à l'ensemble des multinationales du monde. Oui. Ça, c'est des initiatives juridiques absolument extraordinaires et qui vont s'appuyer évidemment sur une jurisprudence, parce que c'est là où vous, comme avocate, vous avez un rôle à jouer. Les décisions qui sont prises dans les cours de justice tous les jours font de la jurisprudence. Et c'est là que se crée le droit, en fait. Après, la réforme de la loi, elle vient entériner une pratique qui est déjà en œuvre quelque part. Et puis, deuxième exemple, c'est une initiative qui a été prise en France par un député, M. Potier, qui se trouve être également membre du conseil d'administration de l'AFD, pour la réécriture du statut de l'entreprise dans le Code civil. Il se trouve que le concept juridique d'entreprise n'existe pas dans le Code civil. Ce qui existe, c'est la société, qui est la propriété de ses actionnaires. Question, comment est-ce que vous faites apparaître un nouvel objet, qui est l'entreprise comme lieu en fait, de fédération d'une communauté de personnes qui travaillent ensemble à un projet d'intérêt collectif. Vous voyez ? Donc ça suppose une réécriture du Code civil. Et donc, il y a un projet de loi qui est en discussion actuellement pour aller dans ce sens. Oui. Et évidemment, ça permettrait d'interroger le droit à opérer d'une entreprise lorsque, malheureusement, ces opérations induisent des désastres écologiques. Vous voyez que le lien avec la question écologique est immédiat. Donc, voilà.
Moi, un autre exemple, c'est peut-être un rêve, beaucoup rêvent de faire entrer le mot climat dans la Constitution. Voilà, donc il y a des gens qui oui, c'est vrai. Monsieur qui voulait poser une question. Et pendant ce temps, les étudiants préparent leurs questions. On va terminer par les étudiants. Hein. Là, ils sont en train... Alexandre, une pression énorme. Bonsoir. Je me souviens d'une interview de Gaël Giraud sur France Inter peu de jours après la fin de la COP21. Vous disiez que si tout le monde respectait ses engagements pris durant l'accord, il persistait quand même une queue de distribution, c'est-à-dire une probabilité de à peu près 1 sur 10 d'avoir plus 6 degrés à la fin du siècle, et que dans ce scénario, la survie de l'humanité était en jeu. Est-ce que, quelques années après, est-ce qu'on en est encore à ce constat-là? Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce que la survie de l'humanité est encore en jeu? Et si oui, à quel terme, en quelle année? Je ne sais pas si tu veux répondre, Jean. Oui, la réponse, malheureusement, on est toujours dans la même situation. Hein, pour juste décrypter un tout petit peu ce à quoi vous faites allusion. À l'accord de Paris, la communauté internationale s'est engagée à tout faire pour que l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe reste inférieure à plus de degrés à la fin du siècle. Et, comme Jean l'a rappelé, sous la pression des petits États insulaires, on a même rajouté, et si possible, on va rester aussi proche que possible de plus 1,5. Dans le même temps, chaque État membre des Nations Unies a remis à Laurent Fabius, à l'époque président de la COP21, ce qu'on appelle un NDC, Nationally Determined Contribution, donc une feuille de route qui décrit la trajectoire de décarbonation du pays. Et puis, les amis climatologues, en particulier Hervé Le Treut à l'Institut Pierre-Simon Laplace, ont collecté toutes ces feuilles de route nationales, les ont concaténées et ont fait tourner leur propre modèle de simulation climatologique en faisant l'hypothèse que tout le monde tienne ses promesses. Alors, hypothèse qu'on espère réaliste, mais quand vous regardez Donald Trump, vous n'êtes pas absolument convaincu que l'hypothèse soit toujours très réaliste aujourd'hui. Il n'empêche, faisons cette hypothèse. Le résultat, c'est qu'en moyenne, la trajectoire moyenne, si vous voulez, en gros, nous emmène à plus 3,5. En gros, je parle sous ton contrôle. Hein, plus 3,5 degrés. Donc on est bien au-dessus des 2 degrés. Et en plus 3,5 degrés, ce que j'ai dit à la radio à ce moment-là, c'est malheureusement, c'est juste la moyenne d'une distribution de probabilité, vous voyez, qui a une queue de distribution, c'est-à-dire des événements qui ont une probabilité faible d'arriver mais non nulle, qui a une queue de distribution qui intersecte la zone des plus 6 degrés. Vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de faire comprendre. D'où l'image que j'ai prise à l'époque, c'est supposer que vous montiez dans un avion et qu'au moment où vous allez monter dans l'avion, l'hôtesse de l'air vous dit « Ah, cher monsieur ou chère madame, bienvenue dans l'avion. Juste une info, cet avion a une chance sur 10 de s'écraser avant la fin du vol. » Question, est-ce que vous restez dans l'avion? Certainement pas. Enfin, je vous mets au défi. J'aimerais. Voilà. Bon. Et donc, je disais, et je crois malheureusement, mais de nouveau, Jean, je disais, nous sommes embarqués dans un immense avion qui s'appelle la planète Terre, qui aujourd'hui, si simplement on se contente de faire ce qu'on a promis de faire à l'accord de Paris, a en gros une chance sur 10, peu importe, vous voyez, je veux dire, une probabilité non nulle et significative de se scratcher, parce que plus 6 degrés à la fin du siècle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment des conditions de vie très très compliquées pour une partie de l'humanité. Bon, mais vous avez quand même donné toute une série de solutions et de scénarios pour sortir de ça qui peuvent nous rendre optimistes. Alors, les étudiants. Allez, une dernière question, parce que malheureusement, une dernière question. Nous n'avons pas toute la soirée avec nous. Véronica. Je la connais un petit peu parce que... Comme il les connaît, il les désigne, donc ça c'est bien. Bon, Ce sont les étudiants d'Alexandre, hein, quand même. Les étudiants du master environnement de l'université de Cergy-Pontoise. Pardon. Vous avez parlé, Jean-Josel, de votre action de l'échéance en fait en décembre auprès de l'Union européenne et du lobbying que vous allez mettre en place au sein de l'Union européenne. Du coup, nous, en tant que citoyens, peut-être de quelle façon on pourrait avoir une action à l'échelle nationale pour faire en sorte que les États ils tiennent en place leurs engagements. Donc oui, effectivement, les initiatives citoyennes sont bienvenues, mais il y a des groupes qui se créent pour soutenir cette initiative, y compris dans une université. Je crois qu'à Rennes, il y a un groupe qui s'est créé, par exemple, d'étudiants, et donc il y a une motivation. Enfin, Edouard Boin vous a dit qu'il y avait un groupe qui se créait pour soutenir cette initiative. Donc je pense que des groupes d'étudiants peuvent aussi soutenir l'initiative collectivement, et moi je vous y engage, bien sûr individuellement, mais si vous lui donnez plus de visibilité, comme dans votre master, effectivement, je crois que ça peut être une voie disons, plus forte, plus claire et plus visible. Donc on vous y engage.
Gaël, un mot pour finir? Un mot de conclusion et un mot d'optimisme. L'Agence française de développement s'est donné 2 grands mots d'ordre pour sa propre orientation stratégique. L'un des 2, c'est 100% accord de Paris. Donc faire en sorte que la totalité des opérations que nous finançons, que nous subventionnons, soient compatibles avec l'accord de Paris, et en particulier avec ces fameuses feuilles de route que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et puis, 50% climat, c'est-à-dire 50% de nos opérations sont favorables, pas simplement aux feuilles de route, puisque vous savez qu'elles ne suffisent pas, puisqu'elles nous emmènent en moyenne à 3,5, mais contribuent vraiment au plus de degrés. Et puis, deuxième grand pilier, deuxième grand axe stratégique pour nous, 100% lien social. Ce qui est une manière de rappeler que la transition, on l'a dit un tout petit peu, mais je vais revenir là-dessus, que la transition écologique ne pourra pas se faire aussi sans une transition économique et sociale. Parce qu'il y a une manière simple, malheureusement, de faire la transition écologique, qui est de faire porter le poids de la transition sur le dos des plus pauvres. Et évidemment, ça n'est pas ce que nous poussons, nous. Nous sommes convaincus, et je crois Jean avec moi, qu'il est possible de faire une transition progressiste, humaniste, qui permette aux plus pauvres de n'être pas les premières victimes de la transition écologique. Et c'est ce à quoi précisément nous essayons de nous employer à l'Agence française de développement. Non, merci. Non, simplement vous remercier tous, remercier Gaël, remercier l'AFD. Voilà, et tous ceux vraiment qui sont là. C'est très intéressant. C'est vraiment d'avoir beaucoup de monde. Et merci de vos questions. Et les questions étaient très intéressantes. Et merci. Je voudrais remercier. Je voudrais aussi remercier Alexandre. Voilà. Merci beaucoup.